Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis avec Grégory Montfort, fondateur et CEO de Ace Good, une société qui met en place des solutions blockchain dans le monde de l'art, de la culture et de l'événementiel. Bonjour Grégory, merci à toi d'être là. Comment est-ce que tu vas ? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça va très bien, merci. Alors, j'ai pas mal de questions à te poser. Tu es la première personne que j'interroge sur tout ce domaine-là, de l'art, de la culture, de l'événementiel. Ça va être très, très, très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler d'abord un peu de ton parcours, nous dire comment l'univers de la blockchain t'a plu et s'est intégré à ton quotidien ? Oui, alors, moi, à la base, en fait, je suis, artiste. Donc, je travaillais au début en tant que comédien, au tout début de ma carrière. Mais, bon, j'habitais à Pau, c'était une petite ville, tu connais, c'était pas facile d'arriver de vivre de ça. Donc j'ai commencé à faire, beaucoup d'ateliers. J'ai dévié aussi après vers une passion qui était le hip-hop, et j'ai commencé à organiser des événements hip-hop, des festivals, des émissions radio. Et donc de 2008 jusqu'à 2020, j'ai travaillé en fait dans ce milieu-là où j'étais un peu débrouillard. Soit je programmais des artistes, soit j'organisais des ateliers, soit je faisais des festivals, enfin, différentes choses. Et j'ai découvert la blockchain, je pense vers 2018, simplement par les cryptos. J'ai surtout des amis qui faisaient du trading dans le forex, et qui se sont rendus compte que le trading, ça pouvait aussi marcher sur la crypto. Et donc, au début, je suis passé sur cette option trading-là. Et il se trouve qu'après, je me suis plus intéressé à la technologie blockchain en elle-même. Et comme à travers mon travail de programmateur, il y avait des fois beaucoup d'opacité au niveau des contrats, sur les intermédiaires qui prenaient des commissions plus ou moins justifiées, je me suis rendu compte qu'en fait la blockchain, ça apportait en fait une vraie solution à plusieurs problèmes qu'on rencontrait dans le milieu. Et donc c'est pour ça que je me suis dit en fait c'est bien pour le milieu de l'art, de la culture et de l'événementiel. Et donc j'ai décidé de créer Ace Good à ce moment-là. D'accord, donc finalement, tu es rentré par le biais de connaissances qui faisaient du trading. Tu as creusé sur la technologie. Est-ce que toi, ce qui t'a le plus surpris, le plus, intrigué, le plus passionné, c'est, la technologie? Bon, de façon générale, mais il y a Bitcoin qui fait certaines choses, on le sait, hein, qui est le meilleur dans son domaine, on va dire. Mais toi, tu t'es peut-être plus orienté sur, l'écosystème un peu Ethereum pour des intermédiaires, ton industrie, ou là où Bitcoin n'attaque pas directement ton industrie, mais là où Ethereum et tout son écosystème et tout ce qui gravite autour peut avoir un rôle réellement à jouer. Alors oui, mais moi j'étais pas forcément, je suis pas quelqu'un qui vient de la tech. Je suis vraiment rentré dans le milieu du hip-hop parce que j'étais intéressé par les valeurs, et justement j'étais adhérent à différentes organisations qui défendaient des valeurs. C'est pour ça que j'allais à l'étranger pour des conférences. Et donc ce qui m'a intéressé, c'est l'utilité de la blockchain, de savoir que ça redonnait, de la gouvernance, aux personnes qui peuvent l'utiliser, que ça pouvait redonner de l'indépendance, qu'on n'avait plus besoin de dépendre de tiers de confiance comme des banques, des agents, des managers. Et donc du coup, Heu, tu sais, quand tu discutes avec des rappeurs, des danseurs ils disent: «Ouais, la vie est cool, peace, love, unity, having fun», mais ça, c'est des paroles, et qu'en fait, dans les actes, tu te dis finalement ça suit pas. Bah, là, la blockchain, ça suit parce que, c'est immuable. Et en gros, ce que tu as mis dans smart contract, ce que tu as décidé de mettre dès le départ, ça va suivre. Et donc ça permet de pouvoir, travailler en toute confiance avec tes partenaires, et savoir qu'il y a pas quelqu'un qui va essayer, en fait, d'arnaquer l'autre. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment plu le plus, de pouvoir travailler dans un écosystème effectivement, sain, et vertueux. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on a vu, récemment, je crois que c'est la Société Générale qui voulait émettre son stablecoin et le code est transparent. On voit le smart contract, le contrat intelligent et donc tout le monde peut aller jeter un œil et voir ce qui se fait dans les rouages, de ce contrat et on a vu qu'il y avait certaines choses qui étaient, un peu bizarres. Mais c'est ça Ouais. vraiment ouais, effectivement, la force de la proposition de valeur des crypto-monnaies, c'est de la transparence, de la décentralisation et de la désintermédiation. Alors, on va revenir maintenant sur Ace Good. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, quelle est la proposition de valeur? Qu'est-ce qu'Ace Good apporte à des particuliers, à des professionnels? Voilà. Donc nous, on propose en fait, différents outils,
pour le secteur artistique, culturel, événementiel, que ce soit pour le débit de boissons dans les événements, que ce soit pour le ticketing, pour l'organisation. On peut aussi apporter tout ce qui est création de collections d'NFT sur mesure en fonction des besoins et des utilités du partenaire ou du client. Et on a une plateforme de tokenisation qui s'appelle Ace Fund, qui permet plutôt le financement des œuvres artistiques via la blockchain. Donc il y a déjà plusieurs projets. Et nous, en fait, on est vraiment ciblé sur les pain points, les problèmes en gros de tous les acteurs, des personas de cette industrie. Et on leur dit, bon, viens résoudre vos problèmes gratuitement, parce qu'en fait, on fait pas payer nos services. On dit, on vient résoudre vos problèmes gratuitement. Ça va vous permettre de générer plus de chiffre d'affaires et sur lesquels on prend des commissions. C'est-à-dire que D'accord, donc il y a si vous gagnez pas d'argent avec nos solutions, on ne prend pas de commission. Donc du coup, c'est hyper transparent. Et c'est ça qui est intéressant aussi parce que je voyais beaucoup de gens, que ce soit dans les levées de fonds ou dans plein de services, ils te disent on peut vous apporter plein de solutions. Tu dis OK, on ne sait pas si la solution est garantie, ça va vraiment marcher, mais par contre, il faut payer 5 000 ou 10 000 euros avant. Et là, tu vois, c'est pas possible pour tout le monde. c'est clairement très, très accessible du coup vos solutions, ça incite les gens à se lancer je pense. Sur le site, j'ai vu plusieurs solutions existantes, celle dont tu as commencé à mentionner, notamment un self bar, ça Ouais. m'intrigue un peu. Tu peux en dire un peu plus à l'audience, s'il te plaît? Ouais, c'est un distributeur collaboratif qui fonctionne avec un système cashless, donc c'est en self-service. Les gens, ils ont une carte de paiement qu'ils ont chargée au préalable depuis leur application, donc c'est compatible avec Mastercard, PayPal, Banque Contact, ils peuvent charger en cash ou même en crypto. Quelqu'un qui veut charger sa carte en crypto, il le fait. Et ensuite, il se sert comme à la pompe à essence, centilitre par centilitre, et il est débité centime par centime sur sa carte. Pardon. Et donc, du coup, ça permet ce simple fait de se servir soi-même, les gens ne renversent plus à côté, notamment pour la bière. On va éliminer, on n'est que sur des emballages réutilisables, et donc, du coup, on va éliminer tout le verre et diminuer l'empreinte carbone de façon assez drastique. Et surtout, on fait de l'éco-responsabilité qui est ultra rentable. Donc, du coup, Selvar a inventé un concept qui s'appelle l'éco-monétisation. C'est-à-dire que ici, être éco-responsable, c'est hyper rentable. Je donne un exemple simplement pour les bouteilles d'eau. Si tu vends des bouteilles d'eau en verre de 25 centilitres, entre l'achat de la bouteille que tu revends ensuite, généralement, les bars, ils font une marge de x4, x5. Vu qu'ici, il n'y a plus les charges de consignes, d'emballage ou autre, ben, la marge est de x18. Pour le même prix, tu vois, pour la même quantité d'eau que tu vends au même prix. Donc, c'est même pas tu augmentes ton prix, tu fais x18, donc tu réduis tes frais. Et nous, en gros, on dit, eh ben, parce que vous avez utilisé le sel bar, on va prendre un pourcentage de ces x18. Donc, est-ce que tu préfères x18 et qu'on prenne 17%, donc notre commission, ou est-ce que tu continues à faire du x5? Tu vois, et ça, c'est que Très pour l'eau, hein, parce intéressant, ouais. que pour la bière, ça marche aussi. La bière, le gros gaspillage qu'on va avoir, c'est plutôt la façon de servir qu'on va avoir dans les bars. Souvent, ils font couler la bière une seconde et après, ils mettent le verre. Les serveurs font comme ça pour servir une belle unité de bière. Mais la bière, ça coule à 6 centilitres par seconde. Donc, sur un verre de 25 centilitres, tu as entre 20 et 25% qui est gaspillé, plus les gens qui partent sans payer, les oublis de pointage, les gens qui volent dans la caisse. Et donc, tu as facile 20-25% de perte sur ton fût. Donc, nous, on estime que rien qu'en Belgique, c'est euh, 800 millions d'euros qui sont gaspillés. Et en Europe entière, c'est 50 milliards qui partent à l'égout. C'est 50 milliards de pertes. Et Selvar, ça sert à quoi? Ça sert à aller justement monétiser ces 50 milliards de pertes pour dire ben, cet argent, il est plus perdu et on redistribue à la communauté, à savoir les bars, les brasseurs, les clients, les distributeurs de boissons. Donc c'est vraiment un écosystème qui est vertueux et tout est traçable dans la blockchain. D'accord, et comme tu le disais, en plus, il y a pas c'est toi qui le fais toi-même, donc en plus, tu «économises» entre guillemets le service qui est d'habitude, fait par quelqu'un d'autre. Comment ça marche en fait concrètement derrière? J'ai vu qu'il y avait un jeton, le S-Bar. Ouais, Quelle est son utilité? Comment il est acheté? Enfin, j'ai vu qu'il était listé. tout à fait. Voilà, est-ce que tu peux Ouais. m'en dire un peu plus, s'il te plaît? Alors le S-Bar, il a trois utilités. La première, c'est qu'il nous a tout début servi à lever des fonds parce qu'on a fait une ICO. On ne voulait pas diluer le capital. Ensuite, c'est un jeton utilitaire qui sert à charger les crédits boissons. Donc, c'est vraiment un outil promotionnel. Si aujourd'hui, tu as un S-Bar, tu as 1,50 € de crédit boisson. Peu importe hein, le prix que tu vas l'acheter sur les marchés, sur les exchanges, parce que là, c'est plutôt des marchés secondaires.
Si c'est contractuel avec la société Selbar, si tu as 10 S-Bar, tu auras 15 € de crédit boisson. Et donc ça, c'est la première utilité. La deuxième utilité, c'est que enfin, c'est plutôt la deuxième parce que la première, c'était l'ICO. Et la troisième utilité, c'est qu'en fait, le S-Bar permet l'ancrage toutes les 24 heures dans la blockchain Polygon du chiffre d'affaires des distributeurs. Donc nous, ça nous permet de faire un audit en temps réel et toutes les 24 heures, il y a 100% du chiffre d'affaires qui est communiqué sur la blockchain, sur chaque distributeur. Et donc n'importe qui est en mesure de savoir quel distributeur a rapporté quoi. Et comme on intègre en fait des smart contracts pour que les brasseurs, les, euh, les distributeurs, les bars soient payés et que nous aussi on reverse d'ailleurs du caritatif, tout le monde peut voir ce qui a été consommé de façon transparente. Il n'y a plus d'opacité sur le chiffre d'affaires des boissons et c'est très simple. Et alors ça, tu le consultes sur un explorateur, de blockchain ou tu as carrément des outils avec un tableau de Non, bord? C'est déjà entre guillemets, «une surcouche logicielle» qui te permet de tu suivre ça super vas, simplement? tu vas sur la blockchain Polygon, tu vas, enfin, c'est pas la blockchain Polygon pour le coup, ça si, c'est la blockchain Polygon, mais sur le smart contract de S-Bar, tu vas voir les transactions qui sont faites. Et toutes les 24 heures, chaque distributeur Cellbar va enregistrer un hash avec les distributeurs et tu peux les voir parce qu'il y a un numéro de série qui est que sur chaque distributeur, donc tu pourras consulter si ça t'amuse. Alors au début, ce sera peut-être faisable parce qu'il y aura des centaines de Cellbar en circulation, mais d'ici 2-3 ans, on prévoit d'avoir entre 20 000 et 30 000 distributeurs. Ça ne changera rien que ce soit quand même transparent. Voilà. Et nous, en fait, on le fait. Pourquoi on a choisi la blockchain aussi Polygon? Parce que c'est des frais économisés, parce que ici, tu peux enregistrer des centaines de transactions pour 1 €. Tu vois. Et donc, je n'arrive pas, aujourd'hui, je ne sais pas quelle société ou quel service, même si tu peux le faire avec un Oracle, hein. Un Oracle, c'est beaucoup plus cher, de te dire que tu fais des transactions, que tu fais un audit de 50 machines ou 100 machines toutes les 24 heures et que ça te coûte que 1 €. Donc, c'est hyper pratique et c'est public. Donc, du coup, enfin, c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée, quoi. C'est une nouvelle utilité, tu vois, que j'avais jamais entre guillemets «perçue». Le fait de mettre en place, ce tracking-là, sur la blockchain, de voir, comment à quel point sont utilisés les différents salvars. Donc tu disais, il y a une belle croissance qui est à venir, hein. C'est intéressant et notamment vous avez mis en place des S-bars à l'occasion d'un événement que j'ai couvert sur ce podcast. Alors couvert en amont, j'avais interviewé Laurent Guilbert, qui a organisé de main de maître, je crois, Web3 Lille et il y avait à l'occasion un ou 2 Selvar, enfin, c'est toi qui vas pouvoir me dire. Est-ce que tu sais comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des bons retours? Est-ce que tout s'est bien passé? Voilà, tu peux me faire un retour sur Web3 Lille? Alors nous, on a vraiment cartonné pour le coup parce que les gens ne savent pas qu'il y a de la blockchain si on leur dit pas. Pour eux, c'est un distributeur. Il y a même des gens, des fois, qui sont dans la blockchain. Non, c'est une blague, il n'y a pas de blockchain. Alors, dit si, on leur explique. Et là, ils le voient, ils le testent. Mais en soi, quelqu'un qui connaît rien à la blockchain, il se sert. Et pour lui, c'est un distributeur self-service. Donc, on a servi des boissons de midi à 18 h. Ça a clairement cartonné. Les gens, il y a eu certaines personnes au début qui étaient un petit peu réticentes le fait de se servir soi-même à aller chercher sa carte. Sauf que sur l'après-midi, ils sont revenus 4-5 fois se servir. Donc au final, l'utilisation expérience client, elle est juste fantastique. Je crois qu'on a fait des interviews peut-être d'une vingtaine de personnes. On a 100% de taux de satisfaction sur l'utilisation du produit. Alors les gens ont aimé la bière et les produits qui étaient vendus, mais ça, c'était pas nous, c'était Web3 Lille qui s'est fourni auprès d'un fournisseur de boissons lillois. Donc nous, c'était pas notre affaire. On s'est fourni encore une fois la technologie. Donc ça, c'est important pour n'importe quel bar ou festival. On travaille déjà avec le fournisseur de boissons qu'il a déjà. Nous, on ne vient pas changer ça. Les organisateurs nous ont dit c'est super génial, c'est le bar parce que ça nous a rien coûté. Vu que c'est gratuit, du coup, ils ont vendu 100 litres à 3 € du litre, donc c'était plutôt rentable pour eux. Et en plus de ça, ils ont pas eu de problème. C'est-à-dire qu'à aucun moment, une fois qu'ils nous ont mis à disposition les gobelets dès le matin, à aucun moment il y a eu un problème logistique. On allait leur dire on a besoin de vous pour ci, on a besoin de vous pour ça. Ça a roulé. Et ils nous ont dit c'est un vrai plaisir parce que sur chaque stand, il y avait un problème logistique ou d'organisation, ceci ou cela. Sur le vôtre, il n'y avait pas. Parce que c'est hyper simple d'utilisation, quoi. Bah, bravo, hein, parce que, c'était cool d'avoir, Laurent m'avait parlé qu'il allait y avoir des petites surprises, des petits côtés un peu sympas, notamment, le côté consommation de boissons, comme ça. J'avais pas notion que c'était le self bar, mais tant mieux si ça a bien marché et la croissance, elle a l'air d'être,
parti pour, durer? Parce que j'ai cru voir sur vos réseaux sociaux que vous aviez aussi, montré le concept lors d'un déplacement en Côte d'Ivoire. Tu peux aussi me parler un peu de ça? Oui, alors Selvar, c'est un projet qui est vraiment international. Pour le coup, en Europe, on a déjà, on a des accords de distribution sur le Benelux, la Suisse et la France et on est en négociation avec d'autres pays comme, l'Espagne, notamment et sur l'Afrique, on a eu la chance d'avoir, pas mal de touches déjà sur un peu le Cameroun, le Congo et la Côte d'Ivoire. Il se trouve on avait eu plus de touches puisqu'il y avait des investisseurs ivoiriens qui avaient participé à la ICO fin 2021 et on avait dit ces gens-là, ils pourraient être, prioritaires pour devenir actionnaires de la filiale Selbar en Côte d'Ivoire et ils faisaient un symposium, en décembre. Donc on a amené un Selbar de démo là-bas. Il se trouve qu'ils sont déjà, ils lançaient aussi une ICO pour leur, EIC Corporation. En fait, c'est un groupe, qui œuvre pour l'inclusion financière en Afrique, mais aussi en Europe. Ils sont présents, je crois, dans, 50 pays. Il y a plus de 6 000 membres. Donc on a fait une démonstration là-bas et on est en train de travailler avec eux sur des petits détails, financiers pour la création de la filiale, en Afrique de l'Ouest. Donc qui serait basée à Abidjan, mais qui aurait un rayonnement, d'Afrique francophone, quoi. Et Super ce et qui est intéressant là-bas, beh, du coup, c'est qu'il y a quand même pas mal de débits, de boissons. En plus, cette année, il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue à Abidjan, en décembre, enfin fin décembre, début janvier. Donc ça nous motive à pouvoir y être présent, quoi. mmh, ouais et je dis peut-être une bêtise, hein, mais là, ça vient de fuser dans ma tête, mais pour les JO, 2024, par exemple, en France, est-ce que vous anticipez, genre, cet événement pour essayer de mettre en place des S-bars ou pas du tout? Alors là, tu vois, on est le 25 avril. Le 8 mai, on va à Lausanne, pour, l'apéritif privé du Comité international olympique, pour leur présenter Salbar et le lendemain, on est sur un événement qui s'appelle, The Spot qui est là un événement pour présenter les innovations dans le sport et en fait, The Spot, c'est une association qui est créée, dans les boards, dans le membre du board, il y a l'UEFA et donc il y aura l'UEFA, les différentes fédérations sportives, d'Europe, le CEO qui sera là, donc le comité international olympique, hein, c'est pas le chef, le boss et donc en fait, du Executive coup, officer, ouais. Mmh. exactement et donc du coup, ces gens-là, ils vont tester le Selbar et ils vont se voir que c'est, complètement, éco-responsable parce qu'en fait, ils cherchent, eux, leur priorité pour ces gens-là, c'est que ce soit sustainable, tu vois? C'est ce qu'ils mettent et nous, en gros, on leur dit: «Bah, on supprime le gaspillage de 25 on réduit les empreintes carbone». Tu vois, même un truc on n'avait pas pensé, on a fait un calcul hier. Si simplement tu viens chercher des bag-in-box qui sont réutilisables pour l'eau et que la même quantité tu prends des bouteilles, bah, les bag-in-box, c'est 5 camions, alors que les bouteilles, c'est 67 camions. Tu vois, tu as une empreinte carbone rien que sur le transport, en fait, qui est intéressante et nous, on n'utilise que des marteaux qui sont réutilisables. Donc on va vraiment tout sur l'ensemble de la supply chain, c'est super, durable et nous, les machines, elles ont des durées de vie de 25 ans facile. Donc c'est pas quelque chose qui a besoin il y a pas d'obsolescence programmée. On doit se dire, tous les 4 matins, on doit venir changer, le service après-vente, effectivement, il y a peut-être des fois un débitmètre, une vanne, un tuyau à changer, mais ça, c'est les pompes à bière classiques, quoi. Tu vois? On est vraiment sur quelque chose qui est là pour durer, quoi. Ouais, c'est canon, vraiment le concept, j'adore. Hem et là, pour, revenir sur un concept plus de particulier, par exemple, s'il y a un mariage, s'il y a un gros anniversaire qui s'organise, est-ce que, on peut sur, le site internet, réserver un S-bar? Est-ce qu'il y a des contraintes quand même particulières avant de pouvoir réserver? Non, alors c'est tout à fait possible de réserver. Les contraintes en fait qu'il va y avoir, c'est qu'au début, de l'activité, on va avoir, peu de S-bar, enfin peu de self-bar et on va avoir, beaucoup de demandes. Donc en fait, il y aura une liste d'attente, c'est comme, un restaurant 5 étoiles, tu réserves, mais en fait, tu viens manger que dans 5 mois, tu vois? Donc il faudra s'y prendre à l'avance, mais à partir du moment nous en fait, notre priorité, c'est de faire passer là où il y a le plus gros débit. Parce qu'on est sur, on appelle ça la stratégie des poumons. C'est-à-dire que plus on met de cell bars là où il y a des gros débits, plus ça nous permet de générer du cash et de financer de nouveaux cell bars et ainsi de suite. Donc c'est forcément si on commence, sur quelqu'un qui me dit: «Je fais une fête d'anniversaire, on est 30 et à côté de ça, j'ai le stade Vélodrome qui me dit: "Je vous prends 60 machines pour mes 60 000 000 60 000 supporters"», tu vois bien que la priorité, elle va aller sur le stade Vélodrome et comme on discute, hein, on a des touches avec la Fédération française de rugby pour, et la coupe du monde et de toute façon les matchs de rugby où ça boit et ainsi d'autres stades en Belgique, en Suisse.
ben, on va d'abord installer ces gros clients-là. Et je pense que très vite, on va pouvoir sortir des S-bars pour pouvoir se dire on va faire des plus petits événements. Donc, à mon avis, 2023, ce ne sera pas possible, mais peut-être que 2024, c'est un service qui pourrait être en ligne et il faudra faire la demande directement sur le site, quoi. OK, super. Bah, écoute, hâte de voir comment tout ça va se décanter à l'avenir. On va passer sur un autre concept, une autre solution que vous proposez, royalties token. Est-ce que tu peux me présenter le concept? Donc c'est le fait de tokeniser et d'amener, de la valeur au sein d'une communauté, au sein de projets. Vas-y, je te laisse la parole. Royalties token, qu'est-ce que Ouais. c'est, s'il te plaît? Alors, Ace Good a créé une plateforme, de tokenisation qui s'appelle Ace Fund. Donc c'est vraiment là pour financer principalement, des œuvres artistiques, mais on peut aussi financer des startups ou des projets. En fait, on va tokeniser le chiffre d'affaires futur de la société. Donc, admettons, je vais voir un restaurant et il me dit, «Je vais avoir plein de commandes, enfin, j'ai plein de commandes pour les 3-4 prochains mois». Seulement, bah, les gens, ils vont payer que quand ils vont venir consommer. J'ai besoin de faire, des frais dans mon restaurant et j'ai pas de banque qui m'aide. Donc on va lui dire: «Bah, combien tu espères faire, sur, les prochains mois?» Admettons qu'ils disent: «J'espère faire, 300 ou 400 000 €, j'ai besoin de simplement avoir, 50 000 € d'avance». On va du coup tokeniser ces 50 000 € là et donc on va lui proposer de vendre des tokens. Ça peut être, mettons, 500 tokens à 100 €, tu vois? Pour qu'il ait, ces 50 000 et on lui dit, bah, les gens quand ils vont, acheter les tokens, ils vont te faire une avance de chiffre d'affaires et ils vont percevoir ensuite, un remboursement de ce chiffre d'affaires quand toi, tu vas réaliser du chiffre d'affaires et après tu décides de faire ta propre règle de smart contract. Est-ce que tu les rembourses, sur l'année? Est-ce qu'ils ont un chiffre d'affaires pendant 5 ans, pendant 10 ans, à vie? Est-ce que, donc c'est un modèle qui est enfin, c'est eux qui décident. Est-ce que c'est capé? Est-ce que voilà, les gens, une fois qu'ils ont, remboursé, alors pas récupéré leur investissement, fois 1,5, fois 2, fois 3, fois 4, ça s'arrête et donc il y a, bah, il y a Sellbar qui permet justement de se financer comme ça. Donc Sellbar, eux, ils offrent un pourcentage du chiffre d'affaires pendant 20 ans. Donc c'est quand même, une super opportunité, pour les gens qui veulent investir. On a le projet Atoman où là, c'est un film où ils ont besoin de lever, 300 000 €. Donc encore une fois, ça reste une avance sur recette où tu deviens producteur associé et après quand le film est distribué dans les salles, et sur les plateformes ainsi qu'en télé, bah, tu touches un pourcentage. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le film est déjà tourné. Il a déjà été financé à 88 par, Casablanca Pictures, la maison de production, via le Centre cinématographique marocain et donc il reste que 12 à financer pour la réalisation des effets spéciaux. Donc tu vois, le risque est relativement faible puisque le film est déjà tourné. Tu fais les effets spéciaux et après derrière on fait la bande annonce et le film, est distribué. On a plus ou moins une date de sortie du film qui est, fin décembre, début janvier, mais en fonction de la levée de fonds, ça peut peut-être être retardé. C'est pour ça qu'on n'a pas annoncé, c'est l'estimation qu'on a et d'ailleurs, on va démarrer à partir, je pense, du mois de mai, un financement, de livres avec une maison d'édition en Wallonie. Donc là, c'est pareil, c'est une maison d'édition qui fait déjà 1 000 000 € de chiffre d'affaires dans l'année, qui sort en moyenne une centaine de livres par an. Mais là, ils se disent, nous, on doit tout le temps avancer les frais, d'édition et on récupère les droits entre 12 à 24 mois après. Donc là, finalement, si c'est la communauté qui peut, financer les livres et en contrepartie, ils ont les ouvrages, des exclusivités, parce qu'ils peuvent avoir des réductions sur le web shop et en même temps se partager un pourcentage du chiffre d'affaires de la vente du livre et ben, on préfère, le faire comme ça. Donc tu vois, on a déjà pas mal de clients dans le milieu de l'édition, de la musique, du cinéma et des startups. Bah, là, tu piques encore plus ma curiosité parce que ayant publié un certain nombre de livres, j'ai toujours voulu, essayer de trouver des mécanismes entre, le livre physique, le produit physique et des mécanismes Web3, hein. J'ai toujours un peu buté sur les différentes pistes que j'avais étudiées, mais là, c'est intéressant de voir que les maisons d'édition s'y mettent, que, enfin, pour les films aussi, ça se débloque. C'est tout nouveau, c'est ultra précurseur comme concept. Vous êtes les seuls à faire ça, non? Alors, on est les seuls à faire ça, mais c'est pas précurseur. C'est-à-dire que le premier qui a fait ça réellement, c'est David Bowie en 1997, sans la blockchain. En fait, il avait besoin, d'argent et il a, titrisé ses droits d'auteur. Il a créé un produit financier, un titre financier qui s'appelait le Bowie's Bond, qui a été listé en fait à Wall Street. Il avait fait ça avec une banque d'affaires et un avocat, enfin, et donc les gens, ils achetaient des Bowie's Bond qui te donnaient en fait le droit d'avoir un pourcentage des droits d'auteur de David Bowie pendant 10 ans. Donc c'était coté triple A parce que tu avais 7,
je crois 90 ou un truc comme ça, enfin 7,95 de taux d'intérêt à l'année, c'était hyper intéressant et c'était triple A parce que David Bowie était sûr de toucher des droits d'auteur et donc lui, il a récupéré quasiment, je crois, 5 ou 10 millions d'euros, enfin en dollars pardon, très vite sur les 2 premières semaines. Il a pu racheter en fait ses anciens droits d'auteur à d'autres managers et très vite, James Brown, Iron Maiden, AC/DC ont fait la même chose parce qu'ils se sont dit: «C'est top» et donc maintenant, bah, tu vois des artistes comme, Jay-Z, Beyoncé, pourquoi ils ont pu investir dans un empire financier? C'est qu'ils ont titrisé aussi. Ils ont fait des avances en disant: «Bah, regardez, on va toucher des droits d'auteur pendant 50 ans, mais peut-être qu'on va pas vivre aussi longtemps, donc on veut du cash maintenant pour investir». Et nous, en fait, on l'a fait simplement par blockchain, parce que ça permet de ne pas passer par une banque d'affaires, de pas passer par Wall Street. Donc c'est du peer-to-peer, en fait, tu vois? C'est directement, tu investis directement dans la boîte sans passer par, 50 intermédiaires et si la boîte fait du chiffre d'affaires, tu reçois un pourcentage. Donc on va, en fait, le royalties token, c'est simplement une digitalisation du chiffre d'affaires sur la blockchain. Voilà. Tiens, c'est super. Enfin, moi, j'ai hâte de voir vraiment, tout ça prendre dans les prochaines années parce que pour moi, c'est inévitable que toutes ces solutions-là, elles vont s'installer petit à petit Bah, nous, dans on est notre déjà, économie. hein, on a déjà pas mal de sociétés qui font des levées de fonds, qui accompagnent des startups pour faire tu vois, des séries A, des séries B et en fait, souvent, ou même des seeds, en fait, ils se rendent compte que, bah, ce modèle-là, il est alternatif, il est intéressant parce que soit, en fait, tu vas, diluer ton capital et à un moment, quand tu as besoin de lever des fonds, tu arrives à un stade où tu peux plus diluer parce que c'est plus possible et la dette aussi, ça a aussi ses limites parce que si à chaque fois tu t'endettes, bah, c'est compliqué. Alors que là, bah, en fait, le modèle, il est, je ne vais pas dire destructif, mais il est alternatif puisque c'est ni l'un ni l'autre. Si tu fais pas de chiffre d'affaires, tu rembourses pas les investisseurs et si tu fais du chiffre d'affaires, tu les rembourses et c'est faire, tu vois? Mais c'est non dilutif. Donc en plus de ça, ils ont pas de gouvernance. Ils vont pas te dire: «Ouais, non, il faut que tu fasses comme ça ou comme ça». La seule chose que tu dois, toi, en tant qu'entrepreneur, c'est simplement avoir une transparence sur ton chiffre d'affaires, publier, mensuellement ou trimestriellement ton chiffre d'affaires, tes déclarations TVA pour dire: «Voilà le chiffre d'affaires qu'on a perçu, voilà ce que vous devez, avoir». Donc si on passe sur du full crypto, on est sûr d'avoir du 100 transparent, mais c'est pas tout le temps possible en fonction des secteurs d'activité. Donc là, il y a des solutions, comme l'open banking ou des prestataires de services de paiement qui existent et après, c'est des déclarations TVA, donc ça, c'est quelque chose aussi qui se fait, qui peut se faire via des organismes indépendants. Tu peux mandater un cabinet comptable indépendant qui va faire un audit sur le chiffre d'affaires et donc il y a toujours moyen d'agir avec des tiers de confiance, pour avoir une certaine confiance. Mais, c'est assez, je trouve que le modèle, il est duplicable, en fait, à plein de secteurs d'activité autres que l'art et la culture. Moi, je me pose une question dans tous ces milieux-là, est-ce qu'il y a beaucoup d'éducation encore à faire pour expliquer tous ces concepts-là, du Web3? Ou est-ce que finalement les gens, ça y est, ils ont mis le pied un peu à l'étrier, c'est des gens qui veulent faire bouger les lignes et donc vous comprenez assez vite? Ou est-ce qu'il y a quand même ce travail d'éducation à faire, assez important? Non, ça, l'éducation, c'est le plus important et donc du coup, par chance, tu vois, quand je faisais beaucoup de hip-hop, j'ai fait des ateliers d'écriture, je faisais du coaching, donc j'ai développé, cette pédagogie, pendant des années puisque j'étais à la base éducateur spécialisé aussi, donc c'est quand je me suis spécialisé, donc j'ai ce côté pédagogique qui est assez intéressant, et pour moi, le meilleur cas d'usage, c'est la preuve que ça marche. Donc une fois que tu as fait une levée de fonds avec une maison d'édition, avec, une boîte de production dans le cinéma, tu vas pas leur dire: «Regardez, on peut le faire», tu leur dis: «On l'a fait» et ça rassure les gens, de se dire: «Ouais, en fait, OK, eux, ils l'ont fait». C'est ce qu'on appelle la preuve sociale, hein. Tu vois? C'est basiquement quand tu vas dans un restaurant et tu vois qu'il y a 100 personnes qui font la queue, tu as pas envie d'aller dans un restaurant à côté où il y a personne qui mange. Tu te dis: «Si tous les gens vont là, c'est qu'il est bien». Et ben, en fait, c'est exactement ce que les gens vont faire. Ils disent: «En fait, ça a marché, il y a des gens qui ont levé 300 000 € dans le cinéma, il y en a d'autres qui ont levé, 5 000 € dans l'édition, il y en a d'autres qui ont levé, 1,5 million dans les startups. Ça marche, donc nous aussi, on y va, et on vous fait confiance». Et donc, plus il va y avoir de pionniers dans certains domaines, plus les gens vont derrière. Alors, au début, tu as ceux qui disent: «Ah bah, nous, on va être les premiers parce que c'est une sorte de com», tu vois? C'est vraiment de la com, dire: «On est les premiers à le faire» et donc tu as ta conférence de presse et du coup, tu es le premier à le faire, c'est historique. Et après, il y a les autres qui vont dire: «Bah, OK, ça marche, on le fait parce qu'on a une demande, on a un besoin et on vous fait confiance». Ouais, c'est passionnant. Moi, je me dis, mais même moi, ne serait-ce que pour, écrire des livres, des fois, je passe plusieurs mois, sans toucher le moindre euro en contrepartie. Donc c'est moi qui avance, tout ce temps, cet argent, cette énergie sur laquelle je passe.
Si je pouvais, comme pour la maison d'édition, entre guillemets, trouver un modèle, alors là, il faudrait que je tokenise mon chiffre d'affaires sur le livre qui sortirait. C'est possible, en fait. C'est possible que je le Alors oui, fasse. c'est Alors tout. moi, c'est dans une moindre mesure, quoi. Ouais, mais en fait, c'est tout à fait possible parce que la maison d'édition, elle n'a pas voulu avoir une exclusivité. Ils ont créé en fait, on crée ce qu'on appelle un tenant. C'est un univers ségrégé où les gens peuvent lancer des opérations de tokenisation. Et cette plateforme-là ne porte pas le nom de la maison d'édition. Elle s'appelle Cercle du Livre.acefund.io. Donc n'importe quelle personne qui veut financer un livre peut y aller sur cette plateforme-là. Et justement, c'est collaboratif parce que le cercle de lecteurs qui seront là, les autres éditeurs qui seront là, vont peut-être être intéressés par ton projet, ils vont dire, nous, en fait, on achète quelques tokens parce que ça nous intéresse, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose de collaboratif. On crée un écosystème dans le milieu littéraire où n'importe qui peut financer n'importe quel projet. Ouais, c'est très intéressant. Il faut absolument que je me renseigne, là-dessus. Pour voir tout ça, l'évolution un peu de tous ces projets, quelle est la porte d'entrée? Est-ce que on rentre sur ton site, on t'envoie un message? Est-ce que c'est plutôt sur les réseaux sociaux? Voilà, comment on obtient ces informations? Moi, je suis très actif sur LinkedIn, où je publie tous les jours sur les avancées, sur ce qu'on fait, sur les avancées du projet, les nouveaux clients, les nouveaux cas d'usage qu'on propose. Et ensuite, une fois qu'on va générer un peu plus de chiffre d'affaires, je pense embaucher un community manager pour pouvoir vraiment animer des communautés sur Telegram, Discord, peut-être Instagram aussi, parce que bon, Instagram, je suis pas trop fan du réseau social en lui-même, parce que c'est très Web 2. Mais bon, pour le milieu artistique et culturel, on est quand même obligé d'y être, parce que ils sont tous dessus. Et il faut quand même être visible et pouvoir les toucher. Donc, mais c'est vrai que, par exemple, je vois beaucoup de gens, d'influenceurs Web3 qui passent leur temps à dire, «Ah regardez mon compte Instagram, il y a un fake compte, quelqu'un a créé un compte, signalez-le». S'y arrive jamais en fait, dans les réseaux Web3 de manière générale, quoi, tu vois? Et bon, c'est pour ça Ah que oui. je suis pas hyper fan d'Instagram par rapport à ça. Et en plus de ça, tous les gens qui veulent essayer d'avoir la certification, c'est une galère, mais bon, voilà. Petit à petit, on va arriver sur des réseaux décentralisés où le contenu t'appartiendra et c'est ça qui va être le vrai game changer, hein. Mais bon, c'est un autre débat, ça. Clairement, ça aussi, ça va être palpitant et il y faudra forcément que j'interviewe des gens là-dessus, sur ce sujet très précis, parce que ça va être aussi quelque chose de majeur, pour les années à venir. Est-ce que tu veux, partager une dernière chose à l'audience? Tu as le mot de la fin, donc tu as 2-3 minutes, carte blanche. Si tu veux mettre en avant quelque chose, vas-y, c'est le moment. Oui, en fait, en ce qui concerne les self-bars, on fait pas mal de démos, sur les prochains mois. Donc s'il y a des gens, Heu, ils veulent le suivre, ce qu'on fait. Il y a le groupe Telegram, S-Bar Community. On est sur Instagram, on est sur LinkedIn et on est sur, aussi Facebook et un groupe WhatsApp. On va avoir des événements sur la Belgique, sur Paris. On va être, normalement au NFT Biarritz, on va être en Suisse. Donc il y a plusieurs événements où vous pouvez venir tester les sell bars. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on sortira le podcast, mais je crois que le 7 mai, on a un événement avec Harley Davidson, du côté de Bruxelles. Voilà, donc venez tester, vous allez voir, c'est super sympa, c'est hyper user-friendly et suivez-nous sur les réseaux, et puis rentrez en contact avec moi, Grégory Montfort sur LinkedIn. Je serais ravi d'échanger avec vous sur votre projet. Merci, Grégory, c'était vraiment passionnant. C'est vraiment des Merci applications à toi. concrètes. C'est du Web3 comme j'aime, quoi. C'est du concret, c'est utile, c'est transparent. C'est les valeurs du Web3, dans des projets de l'industrie. Alors, on n'a pas parlé de la billetterie, mais ce serait l'occasion d'échanger aussi sur la billetterie. Mais il y a la billetterie, il y a le self-bar, il y a l'industrie du film, de l'édition. Enfin, c'est fou tout ce que tu es en train de bouleverser. Donc, bravo à toi et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Salut Grégory. À très bientôt. Au revoir.